Les leaders ont deux choix, ceux d'adopter les codes habituels ou ceux de créer leur propre code comme un outil de transformation, de changement et d'influence dans l'organisation. Et donc, on va accueillir tout de suite Inès Leonarduzzi, qui est la fondatrice de Digital for the Planet et de Gordian, qui va nous parler justement de la thématique « Comment construire un leadership à son image ». Inès, qui était déjà présente lors de la première édition et qui a l'honneur de revenir pour cette seconde édition sur un thème qui lui est cher. Inès. Inès, je t'invite à me rejoindre et Karina va faire venir les gens dans la salle. Est-ce que tu préfères être debout, assise? Assise, hein, c'est mieux. Hein. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Si ça vous va, on va commencer. Je m'appelle Inès Leonarduzzi. Je suis entrepreneur. Je travaille dans la tech responsable. On va essayer de faire une séance et ça me va si on n'est pas nombreux. On peut faire aussi une séance où on peut se parler. J'ai d'autres micros. C'est une thématique qui change un peu de celle que vous venez d'entendre, qui était plutôt politique. On va être beaucoup plus dans le concret, même si le leadership, c'est politique. C'est pas seulement le leadership une affaire d'être un bon manager dans la boîte où on est salarié. J'aime bien le rappeler, le leadership, on en a besoin tous les jours pour exister, pour se faire exister. Et c'est très difficile de se faire exister aujourd'hui dans un monde de plus en plus complexe, qui attend des choses complètement contradictoires au quotidien, qui ne nous fait aucun cadeau quand on n'est pas né avec des cadeaux. Le leadership, ça nous permet de nous faire exister, évidemment dans son travail, dans ses projets qu'on va lancer, mais également chez soi, avec sa famille, avec ses proches, avec ses amis. Dans le quotidien, dans tous les défis du quotidien, on a besoin de leadership. Parce que qu'est-ce que c'est que le leadership, ce mot un peu galvaudé qu'on entend un peu partout sans jamais savoir vraiment ce qu'on met dedans? Le leadership, c'est la capacité d'être profondément soi et de prendre sa place. Et prendre sa place, aujourd'hui, ça nécessite de savoir qui on est, de se connaître et d'être proche de soi. Or, aujourd'hui, dans le monde, on va s'attacher davantage à être proche des autres. Et c'est une bonne chose, mais dans le sens où on va attendre de nous d'aller comprendre les autres, leur complexité, leurs contradictions et d'essayer de s'adapter à eux. C'est épuisant. On rentre chez soi, on ne sait plus trop qui on est, qui on doit être, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'au quotidien, on arrive justement à être proche de soi, à faire preuve de leadership pour soi-même, à se faire exister ses opinions, ses projets, ses envies, sans jamais, finalement, manquer d'authenticité, sans jamais trahir qui on est et où est-ce qu'on veut aller. Ça fait 15 ans que j'accompagne des grands dirigeants, des personnalités publiques, des personnes du quotidien qui ont envie de s'exprimer dans un leadership authentique à leur image. Et j'ai développé une méthode, une formation qui s'appelle Charisma et qui permet de retrouver un peu l'essence de qui on est. Ça va passer par 3 piliers qui sont la présence, la qualité d'être là, d'être à l'écoute, la chaleur, la capacité à accepter l'autre de manière inconditionnelle, on va y revenir. Et enfin, le pouvoir, la puissance, la capacité à tenir droit, même quand il y a du vent. La première des choses, c'est comment est-ce qu'on est présent dans un monde où plus personne n'est présent. On vit dans un monde où tout le monde veut être intéressant, tout le monde veut montrer qu'il est là, montrer qu'il a des choses à dire, et finalement, plus personne s'intéresse aux autres. C'est très, très rare de rencontrer des gens qui vont vous dire « Parle-moi de toi, c'est quoi ton histoire ?» Les gens vont davantage vous dire « Alors moi, j'ai créé une boîte, moi j'ai fait ça, moi j'étais là, j'ai voyagé ici, j'ai appris ça, j'ai fait telle école, j'ai gagné tant, j'ai levé tant. » Mais on ne vient plus du tout vous dire « Est-ce que tu peux me raconter toi ton histoire? Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a coûté? Tu peux me raconter tes accidents? Tu peux me dire pourquoi aujourd'hui tu as fait ces choix, les choix que tu as faits? » Et c'est pas évident parce que d'abord,
c'est structurel. On vit dans une époque où il faut absolument se démarquer, avoir des followers, avoir du like, être populaire. Donc on n'a pas le temps de s'intéresser aux autres. Et par ailleurs, c'est biologique. C'est biologique en ça qu'on a besoin de porter attention à tout ce qui va être autour de nous. Et du coup, je ne peux pas être complètement attentive à vous quand vous me parlez. Je ne peux pas être complètement là. S'il suffit que mon téléphone sonne, que je reçois un message, qu'une voiture arrive avec un gros bruit de moteur et que ça me fasse peur, qu'il y ait une personne à côté qui soit là et qui fasse du bruit, et je vais lâcher ce que vous êtes en train de me dire. Et du coup, on n'a jamais ce sentiment d'être entendu, d'être écouté profondément. On a toujours l'impression de « bah oui, je suis écoutée à moitié, je ne pense pas qu'elle ait tout entendu ou qu'il ait tout entendu ». Et ça nous va parce qu'on s'est adapté à ce monde-là. Or, on ne retient pas les gens qui ne s'intéressent pas à nous. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Si tout à l'heure, on se parle et que je vous donne l'impression de ne pas vous regarder, pas vous écouter, donc vous n'êtes pas intéressant à mes yeux, vous partirez en vous disant « en fait, Inès, elle n'est pas intéressante ». Parce que nos neurones vont fonctionner en miroir, tout simplement. En revanche, si je vous donne de l'attention et que je vous dis que vraiment que je suis là, je suis présente, et je vous regarde comme si vous étiez le personnage principal de mon film préféré, là, vous allez vous rappeler de moi. Et là, je commence à rentrer dans le leadership. Parce que là, dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 7 ans, peut-être même plus, on se recroisera ou vous me reverrez et on se reconnaîtra. Tiens, cette personne, je me rappelle, on s'était parlé à tel événement, il y avait ça. Et parfois même, vous avez des détails qui vous reviennent et vous êtes surpris de la précision de votre souvenir. Parce que le leadership, il n'existe pas si on ne s'intéresse pas aux autres. Et ça, c'est la clé. La première, le plus gros secret de ce sujet, c'est qu'on ne dit pas. On est tout le temps en train de dire il faut avoir une posture, il faut toujours faire travailler les autres ensemble. Oui, c'est bien, tout ça, c'est très technique. Mais à la base, au départ du projet, le vrai impact, le début de l'histoire qui se raconte, c'est quand on est vraiment présent et qu'on est attentif à l'autre. Et pourquoi ? Parce que plus personne, comme on le disait tout à l'heure, plus personne le fait. Plus personne n'est attentif. Alors quand vous rencontrez une personne attentive, vous vous en souvenez. Et ça vous fait quelque chose de fou. Ça nous fait quelque chose de fou. Moi, quand on m'écoute sincèrement et qu'on s'intéresse vraiment à moi, je me rappelle des gens. Alors, c'est pas toujours évident d'être en présence, d'être là. Parce qu'on l'a dit déjà, on a plein de facteurs physiologiques qui font qu'on ne peut pas être dans une attention continue, constante. On est toujours dans un état d'attention partiel, parce que je dois faire attention, etc. Mon téléphone sonne. Parce que j'ai pas le temps, parce que je dois voir d'autres gens, etc. C'est très difficile. Et puis, il y a d'autres raisons aussi. Il y a d'autres raisons qui peuvent être, vous n'aimez pas la personne. Elle ne vous revient pas, la personne en face de vous. Simplement, vous avez des enjeux. Vous travaillez peut-être dans une entreprise, peut-être que vous travaillez dans une organisation politique, peut-être que vous êtes entrepreneur et que l'investisseur qui doit miser sur vous, eh bien, vous n'avez pas le choix, il ne vous revient pas, mais c'est cette personne-là qui doit financer votre projet. Dans ces cas-là, vous devez donner la bonne impression, vous devez être capable d'être en leadership. Et sans vous trahir, l'idée, ce n'est pas de faire croire à une personne que vous l'appréciez, que vous l'aimez. L'idée, c'est comment est-ce que vous arrivez à capter son attention pour se dire, cette personne, je vais m'en souvenir. Et c'est comme ça qu'on crée sa chance. La chance, c'est une compétence, c'est aussi un capital social pour beaucoup de gens qui naissent dans un terreau qui est déjà fertile avec des connaissances de leurs parents, de leurs proches, de leur environnement direct. Mais c'est aussi une compétence. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que ça se développe. Et ça se développe d'abord par l'impact qu'on va avoir sur quelqu'un. Alors, une technique qui marche très bien quand on a... Je vais vous en donner 2. La première, c'est que, voilà, mettez-vous dans le cas de figure où vous êtes face à des personnes, à une personne que vous n'appréciez pas ou avec qui vous n'avez pas envie d'être tout de suite maintenant. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir le teint terne, l'œil terne. Vous n'allez pas avoir envie d'être là et ça va se voir. Et rappelez-vous, les neurones miroirs sont très, très, très intelligents. C'est-à-dire que la personne en face ne va pas avoir envie d'être dans une énergie haute, alors que vous êtes dans une énergie basse. La première des méthodes, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est de ce qu'on appelle des brain hacks, de hacker le cerveau. C'est de vous imaginer que la personne en face de vous, c'est le personnage principal de votre film. Pourquoi ? Alors évidemment, vous n'êtes pas en face de Tom Cruise ni en face de
de Julia Roberts ou je ne sais qui, de Viola Davis par exemple, évidemment, on n'est pas en train de se mentir à nous-mêmes, mais par contre, le cerveau vient casser une énergie qui était négative, qui était « j'ai pas envie de parler à cette personne ». Et tout de suite, vous élancez dans votre cerveau une nouvelle énergie qui vient apporter de la positivité. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va se voir sur votre visage. Et il suffit que vous ayez simplement les yeux qui remontent, le sourire qui s'agrandit, et la personne en face va vous le rendre. Et là, vous entrez dans une nouvelle énergie et un nouveau mode de leadership, parce que vous dirigez l'énergie qui est en train de circuler entre les deux personnes. La deuxième chose, et ça vient aussi raconter une autre manière de ne pas pouvoir être présent. Admettons, monsieur, vous devez parler, quelqu'un vient vous parler, moi je viens vous parler, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous m'écoutiez, mais le problème c'est que vous venez de vous disputer très fort avec votre fils. Vous êtes bouleversé. Vous venez de vous disputer, ou votre banque vient de vous appeler, elle vous dit que vous n'avez plus d'argent et que votre carte va être saisie la prochaine fois que vous faites un retrait. Vous avez des gros problèmes, vous n'êtes pas disponible. Mais sauf qu'en fait, vous n'allez pas me le dire parce qu'on ne se connaît pas. On n'est pas assez amis pour ça. Donc moi, quand je vais venir vous voir, je vais vous dire « Bonjour, comment allez-vous ? Je suis contente, j'avais très envie de vous parler. Alors voilà, et moi, je déroule mon truc. » Mais vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là parce que vous venez de vous disputer avec votre femme ou votre fils, votre banque vient de vous appeler. Vous venez d'apprendre une terrible nouvelle. Moi, j'en sais rien. Sauf que je vois bien que vous n'êtes pas là. Et l'œil humain est capable de détecter des micro-mouvements de vos yeux de 17 millièmes de seconde. C'est une étude harvardienne qui a développé cette étude passionnante que vous pouvez retrouver sur Google ou en ligne. Donc moi, le micro-regard, le micro-rictus que vous allez avoir sur le côté, le battement de cils qui montrera que vous n'êtes pas vraiment là. Vous pensez, on pense qu'on sait feindre la présence. On pense qu'on est capable de faire semblant d'écouter. La réalité, et cette étude le démontre, c'est qu'on sait tout de suite quand quelqu'un ne nous écoute pas. On sait tout de suite quand quelqu'un n'est pas là. Et vous, malheureusement, évidemment, vous ne serez pas là. Parce que vous êtes ailleurs. Mais moi, j'en sais rien. Et je vais me dire, il ne m'a même pas écouté, il n'était pas là, il s'en foutait de moi. Ok, la prochaine fois, je ne vous parlerai pas parce que je n'ai pas envie de me prendre un râteau 2 fois. Et puis ce n'est pas agréable. Alors qu'en réalité, dans un autre contexte, on aurait pu se parler avec beaucoup de choses. Et moi, ça pourrait m'arriver à moi demain. Ça pourrait m'arriver qu'on vienne me parler, je ne suis pas là. Les plus grands experts de Barack Obama, donc je parle des experts de la prise de parole, du relationnel, de Barack Obama à des méthodes des Nations Unies qu'on enseigne aux personnes qui sont dans la diplomatie et qui doivent parler avec des personnes issues de pays où les relations sont compliquées. Tout est fait pour que ça se passe très bien sur le plan de la neuroscience et donc du relationnel. Et tout est basé sur la neuroscience. Et donc, il y a cette méthode, dans le cas que je viens de décrire, où on a des problèmes, on n'est pas là, c'est ce qu'on appelle le transfert de responsabilité. Et des personnes, donc comme Barack Obama, comme les plus grands diplomates au monde, vont faire ce qu'on appelle un transfert de responsabilité. C'est-à-dire que je vais arriver dans un endroit où je sais que les gens vont me parler, vont avoir envie de me donner du temps et de me raconter des choses, et je dois être là. Je ne peux pas être une personne qui n'écoute pas. Parce qu'on en a parlé, l'écoute est tellement rare que ne serait-ce qu'en écoutant les autres, vous vous démarquez. Et dans ce cas, le transfert de responsabilité, c'est de prendre tous mes problèmes, le coup de fil que je viens de recevoir, ma banque qui va mal, mon compte, etc. Je mets tous ces problèmes-là dans une boîte et je la dépose. C'est des vraies techniques, ça peut paraître ésotérique, mais ce sont des vraies techniques. Et je la dépose. Choisissez, soit vous le donnez à Dieu, à un arbre, à l'univers, à la planète. Vous le déposez sur une rivière et ça fait le tour ça fait le tour d'une rivière et ça revient à vous. Et en fait, ces problèmes, c'est plus les vôtres. C'est un peu la même méthode que quand vous dites je rentre chez moi, je dépose mes problèmes et je les reprendrai demain matin. C'est la même chose, sauf que vous le faites en temps réel, dans la journée, pour 1 heure, 5 minutes, 15 minutes, 2 heures. Il fait très très chaud, j'espère que je vous vois tous avec vos éventails. On va essayer de rendre le truc plus interactif. En plus, on n'est pas très nombreux. Donc, tout de suite après, je vais vous laisser aussi me poser des questions. Et si vous avez envie de précision ou de détails par rapport à vos réalités, j'en serais ravie. Donc, le transfert de réalité, pour terminer, c'est simplement transfert de responsabilité, pardon, c'est de transmettre à une entité virtuelle, imaginaire, vos responsabilités. Faire en sorte qu'elles soient prises en charge par quelqu'un d'autre. Et pendant 15, 20,
1 heure, 2 heures, vous n'avez plus ces problèmes-là. De toute manière, rien ne va changer. Rien ne va changer pendant ce temps-là. Et je me mets complètement dans l'instant avec vous. Et là, je m'imagine que j'ai Viola Davis en face de moi. Et du coup, et évidemment, après, je me rends bien compte que c'est toi. Et on se parle. Et je suis là. Et je te souris. Et rien que le fait qu'on sourit, que je suis contente de te voir avec ma tête, toi, tu es content aussi. Et du coup, ça nous met dans une énergie qui va bien. La présence, c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, plus personne ne sait le faire. Ensuite, on a parlé de 2 choses, c'est la chaleur et le pouvoir. Alors, c'est intéressant de les faire ensemble, parce que la chaleur et le pouvoir, normalement, c'est antinomique. Hein. Normalement, ceux qui sont chaleureux, l'amour, tout ça, c'est les gentils. Et ceux qui ont le pouvoir, hein, ceux qui ont de la force, c'est les méchants. Alors, on va faire une grosse caricature. Donc, en général, on n'attend pas des gens qui ont beaucoup de pouvoir, qui sont très puissants, d'être dans la chaleur. En général, ils sont plutôt froids, très, très en retrait, ils se protègent beaucoup, etc. Ils ne sourient pas. Ils n'ont pas besoin de sourire. Hein. C'est un luxe qu'ils peuvent s'offrir. Je n'ai pas besoin de sourire. J'ai le pouvoir. Alors que les gens, en général chaleureux, n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont ce qu'on appelle des pleasers. Ils essayent de plaire parce qu'ils veulent gagner des points autrement que... Parce que c'est le seul atout qu'ils ont finalement, ou en tout cas un des rares atouts, c'est qu'ils sont chaleureux, ils aiment les gens. Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas nécessairement des millions, des milliards. Ils n'ont pas de réseau forcément. Et en général, pareil, les gens, attention, le pouvoir, c'est pas que l'argent, c'est aussi le réseau. On va en parler juste après, et plein d'autres choses. Mais en général, on ne met pas les 2 choses dans le même panier. Or, ça se fait tous les jours. Tous les jours, on rencontre des gens qui sont à la fois dans le pouvoir et la chaleur. Quelles sont les 2 premières choses que vous identifiez chez quelqu'un quand vous rencontrez une personne? Les 2 questions que vous vous posez. Je pense que si vous prenez la parole, je vous entendrai, sinon je ferai balader un petit micro. Et vraiment, n'hésitez pas à... Ça me ferait plaisir. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oui, alors c'est la piste d'une des 2 choses, c'est bien, ça y répond. Mais qu'est-ce que tu veux savoir sur ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce que ça va t'apporter de savoir ça? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un côté aussi de savoir si je peux avoir un point commun avec la personne. Enfin, ça va être peut-être un parcours qui peut être similaire ou autre, pouvoir un peu connecter avec la personne. Ok, d'accord. Je prends la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir quand on rencontre quelqu'un? D'où elle vient? Ok. Mais pourquoi ça apporte quoi? D'où elle vient? Que je vienne du 16e arrondissement ou de l'Allier? Oui, ça change quoi? Comment? Tu peux mettre dans des cases. Tu veux mettre dans des cases. Mais oui, évidemment, on a tous besoin de mettre dans des cases, de quadriller les gens, savoir où est-ce qu'ils sont. Évidemment, c'est l'instinct de survie. On a besoin de savoir qui on a en face de nous. C'est l'instinct tribal qu'on a hérité de nos ancêtres, hein, les hommes et les femmes préhistoriques, qui, quand ils croisaient d'autres personnes préhistoriques dans la savane ou ailleurs, on devait tout de suite savoir si elle en était de notre tribu ou pas, en fait. Hein, si il y avait un danger, ou si, en fait, au contraire, il pouvait y avoir une amitié possible. Donc, on a hérité de ça dans le cerveau reptilien. Tu as raison. Il y a 2 choses qu'on se demande quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. La première chose, c'est à quel point cette personne a du pouvoir. Et inconsciemment, quand on veut savoir si la personne vient de l'Allier ou du 7e arrondissement, c'est un peu ça qu'on essaye de savoir. Ce qu'elle fait dans la vie, en général, c'est ça aussi. Est-ce qu'elle est stagiaire? Est-ce qu'elle est chef de projet? Est-ce qu'elle est PDG? Est-ce qu'elle est au chômage? Est-ce qu'elle est entrepreneur? Est-ce qu'elle est médiatisée, cette personne? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Etc. Ça nous permet d'avoir le niveau de pouvoir. Donc la première chose qu'on cherche à savoir, c'est à quel point cette personne a du pouvoir. Et la deuxième, c'est à quel point cette personne me veut du bien. Parce que, en définitive, c'est vraiment ces personnes-là qu'on recherche et qui font qu'on les retienne. Ce sont des personnes dont on se dit, elle a le pouvoir de me protéger en cas de problème, cette personne. Elle a les moyens de me mettre à l'abri. Et par ailleurs, elle est suffisamment gentille, bienveillante pour le faire. La chaleur, elle n'est pas toujours évidente, parce qu'il faut en faire montre au quotidien. Et même avec des personnes qui parfois peuvent nous déranger.
des personnes qui peuvent ne pas convenir à nos valeurs. Et je parle souvent, par exemple, dans le monde du travail, encore une fois, hein, on ne peut pas composer qu'avec des personnes qui ne nous plaisent pas. Qui nous plaisent, pardon. On est aussi obligé de travailler avec des personnes qui ne nous plaisent pas. Et la chaleur, c'est compliqué parce qu'en fait, finalement, la chaleur, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Le mot que j'employais tout à l'heure, la notion, c'est d'accepter les gens de manière inconditionnelle. Alors, on a tous entendu parler d'amour inconditionnel. On n'est pas là-dedans, on n'est pas Mère Teresa. Mais l'idée, c'est de dire « je t'accepte, peu importe comme tu es ». Et ça, c'est très rare aujourd'hui parce que personne... Enfin, c'est très rare les personnes qui vous acceptent telles que vous êtes. Déjà, très tôt dans nos familles, hein, si vous avez la chance d'avoir des parents, une famille qui vous accepte en dépit de tout ce que vous avez renié, c'est-à-dire peut-être une religion, d'avoir choisi un partenaire de vie qui est différent de ce qu'on attendait de vous, le fait d'avoir choisi une carrière qui n'est pas celle qu'on avait pensée pour vous et qu'on continue de vous aimer, déjà vous avez beaucoup de chance. Parce que dans beaucoup de familles, déjà l'amour inconditionnel s'arrête là. Ah, tu fais pas comme nous? Eh ben, écoute, t'es plus de notre famille. Donc, c'est très rare de rencontrer des personnes dans l'acceptation inconditionnelle, des personnes capables de se dire, je me fiche de qui tu es, je me fiche de qui tu fus, moi je t'accepte comme tu es. Et en fait, quand vous êtes capable de faire ressentir ça à une personne que vous allez rencontrer 5 minutes, 1 heure, ou pendant 15 jours de vacances, en fait, vous ne vous rendez pas compte comme c'est précieux. Imaginez-vous rencontrer une personne comme ça, à qui vous pouvez dire tout ce que vous êtes, tout ce que vous pensez, même si ce n'est pas populaire. Oui, pardon. D'accord. Et enfin, le pouvoir, c'est la capacité à rester solide sur ses appuis. Pardon, je vous prie de m'excuser. À rester solide sur ses appuis, même quand le vent souffle fort. Ce que je disais tout à l'heure. Et ça va passer par des postures différentes. Le pouvoir, en général, on l'a dit tout à l'heure, on pense tout de suite à l'argent, au réseau, on pense aux signes extérieurs de richesse, on pense au statut social, à la profession. Or, il y a plein de moyens, quand on n'a pas tout ça, de faire montre de pouvoir. Par exemple, le vocabulaire. Ça peut surprendre. On n'attend pas le vocabulaire dans la liste des attributs du pouvoir. Et pourtant, d'avoir un vocabulaire choisi, soigné, le fait d'avoir une prosodie, c'est-à-dire une musicalité quand vous parlez, ça vient donner cette notion de charisme à votre être. Ça vient donner une personnalité, le fait d'avoir choisi vos mots. Les gens se disent, cette personne, par ailleurs, les gens se disent, elle est cultivée, cette personne, elle est intelligente. Et le cerveau humain respecte ça, parce qu'il respecte les choses qu'il ne sait pas, qu'il entend très peu, qu'il ne maîtrise pas parfaitement. Donc le vocabulaire, c'est un attribut de pouvoir, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi la posture, la simple manière de vous positionner, le simple fait de rester lent dans vos gestes. De ne pas parler, d'être tout le temps comme ça. Vous savez, c'est un peu comme dans la savane, il y a souvent cet exemple qui revient. On a juste à regarder le comportement de la gazelle, qui est très alerte. Elle est en fin de chaîne alimentaire, la pauvre. Elle sait très bien qu'elle est à la merci de tous les dangers. Et vous avez la lionne qui est beaucoup plus ample dans ses gestes. C'est pas un hasard, c'est pas du tout de la discrimination, la pauvre, la gazelle. C'est simplement que la lionne, elle sait qu'elle est tout en haut de la chaîne alimentaire, n'est-ce pas? Ça te fait marrer, Karine? Donc en fait, c'est un peu pareil. J'aime bien l'appeler la méthode James Bond. Hein, James Bond, il sait qu'il maîtrise son sujet. Quand il prend la mission, quand il est en mission directement, on ne le voit jamais s'énerver comme ça, à faire plein de hochements de tête. On ne le voit pas cligner des yeux tout le temps, on ne le voit pas être en stress. Non, il est... Et ça, c'est peut-être pour terminer... après, c'est possible d'avoir 5 minutes de questions, si jamais il y en a. Merci. C'est peut-être... Si vous devez repartir avec des choses très concrètes, je vous ai donné quelques exercices, mais également... juste réduire la fréquence de vos hochements de tête et leur rapidité. Quand vous écoutez quelqu'un, vous savez les gens qui font ça. Ouais, je vois bien. Ouais, On se demande s'ils sont épileptiques, s'ils veulent un cachet, s'ils veulent se reposer. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu n'es pas ancré, en fait? Alors que si vous me parlez et que je vous fais... c'est presque apaisant.
Vous vous sentez emmené et vous savez que vous êtes écouté, beaucoup plus que si je vous fais ça. Ça, il y a un petit côté, dépêche-toi, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai envie d'y aller. La deuxième chose, c'est pareil avec vos clignements d'yeux. Alors ça, c'est un exercice difficile parce que personne ne maîtrise autant son langage corporel. En revanche, le simple fait de, quand vous êtes en train de discuter, de faire attention à vos clignements d'yeux et de le faire moins souvent, mais de vous concentrer, ça vous oblige aussi à vous concentrer sur l'autre et de le regarder dans les yeux. Vous savez, par moment, on ne regarde plus les gens dans les yeux. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se perd avec l'usage des écrans. J'ai écrit un livre, Réparer le futur, et avec notamment toute la pollution cognitive, c'est-à-dire la manière dont le numérique alterne au cerveau, on perd le contact des yeux avec les gens. C'est d'ailleurs aujourd'hui, c'est un gros problème pour les enfants. Les parents ne les regardent plus dans les yeux. On ne sait plus regarder dans les yeux. Donc, de faire attention à ça, vos clignements d'yeux, vos hochements de tête, mais aussi le fait de parler et avec la fin de phrase qui tombe. Et ça change tout. Vous n'avez pas besoin de parler aussi lentement, je vous le montre, mais simplement de pouvoir amener une grande théorie et de conclure en disant « voilà, j'ai fini ». Mais en fait, ça montre que vous maîtrisez parfaitement votre parcours oral quand vous prenez la parole. De maîtriser les silences. Et tout ça, ce sont des formes. Alors évidemment, là, j'ai pas beaucoup de temps, mais ça se développe. Je le développe notamment dans mes ateliers. Je suis désolée, vous arrivez à la fin, mes chers amis. Mais c'est pas grave, il y aura quelques questions, je suis sûre que vous allez repartir avec quelque chose. Je suis très contente que vous soyez là. Et donc voilà, je développe beaucoup plus d'exercices dans mes formations, mais là, l'idée, c'est vraiment de retenir ça et ça change tout. Le simple fait de réduire vos hochements de tête, de prendre conscience du regard que vous portez sur l'autre dans ses yeux, et le simple fait de maîtriser votre oralité. Et je suis sûre que là, vous dites, ben oui, il y a plein de gens qui le font à la télé, etc. Oui, parce que j'ai rien inventé. Eh bien, vous avez une toute autre présence. Et l'enjeu du leadership a impact. Le leadership à votre image. C'est en maîtrisant ces trois piliers, la présence, la chaleur et le pouvoir, c'est que non seulement vous devenez mémorable parce que vous êtes là, et que les gens qui nous écoutent, on s'en souvient. C'est comme ça, c'est cognitif. Enfin, vous êtes dans la chaleur, vous êtes respectable. Parce qu'on a envie d'aimer, on a envie de respecter les gens qui nous apprécient, qui nous acceptent. Parce que c'est très rare, les gens qui nous acceptent. Ah, tu votes à droite, moi je ne te parle pas. Comment tu ne me parles pas? Tu ne connais pas mon histoire? Peut-être que j'ai des raisons d'être à droite. Et peut-être qu'un jour, parce qu'on sera amis, je serai de gauche. Et peut-être que c'est toi qui viendras à droite. Et en fait, on s'en fout. Viens, on s'en fout. Ah, t'es juif, je t'aime pas. Ah, t'es musulman, je t'aime pas. What the fuck? De pouvoir avoir quelqu'un qui te dit, ah ouais, t'es juif? Viens, on s'en fout. T'es pour la paix? T'es cool? T'as un cœur? Ben viens, on s'en fout. T'es musulman? Ben viens, on s'en fout. Ça fait du bien d'entendre ça. Et de se dire, mais vraiment, sincèrement... Et je pense que c'est ça mon manque le monde. Donc vous gagnez non seulement, vous êtes mémorable, vous devenez respectable. On n'a pas envie de faire du mal à des gens qui nous acceptent. Et enfin, vous êtes respecté. Parce que vous avez du pouvoir. Parce que vous savez l'affirmer. Parce que mon manager va me mettre la pression demain. Alors voilà, t'as fait ça, et nous on va commencer à paniquer. Mais non, alors en fait, c'est pas complètement ça. En fait, tu sais, Magali, non mais parce que attends, laisse-moi t'expliquer. Waouh, gazelle. Vous prenez un coup de pression, très bien, accueillez. Vous laissez un blanc quand la personne a fini. Est-ce que je peux exprimer ma façon de voir les choses? Descendre dans la voix. Alors, voilà ce qui s'est passé. Regard, silence, redescendre. Dans l'écoute, j'accepte ce qu'elle me dit, j'accepte qu'elle soit en colère. C'est pas juste, peut-être que moi j'ai rien fait, mais j'accepte. Je suis dans l'écoute, je répète, tu as formulé ça, je l'entends et je comprends ta posture, c'est vrai. Moi je peux comprendre que ça t'ait pas plu. Maintenant voilà ce qui s'est passé. Mais je le fais dans le pouvoir, je ne me ratatine pas. Je suis pas dans un combat. Je ne te tiens pas tête, mais je me fais exister. Et ça, c'est toute la différence. Et en général, la personne qui est arrivée avec beaucoup d'ascendant au début, elle va revenir dans un rapport d'égalité avec vous.
Et là, vous êtes dans le leadership. Parce que là, vous parlez d'égal à égal et on peut avancer. Et ça se passe avec le manager, ça se passe avec votre partenaire de vie, vos parents, vos enfants, avec le voisin, avec n'importe qui. Donc j'espère que ces quelques clés vous parlent d'abord et qu'elles pourront vous accompagner. Je sais que je dois conclure. Je suis désolée, avec la clim, la chaleur, c'est un peu... Merci. J'essaye de ne pas accoucher devant vous. Ce serait gênant. Là, le pouvoir, on oublie. La chaleur, peut-être. Est-ce que vous avez des questions? J'ai le temps? Oui, très bien. Merci. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Calvin. Bonjour. Est-ce que vous avez quelques conseils pour savoir composer lorsque on est gentil, en général, dans son leadership, et qu'on aimerait que cette gentillesse ou cette chaleur ne soit pas prise pour de la faiblesse? Mais oui, et en fait, là, tu rentres parfaitement dans le cadre. Il n'y a surtout pas à se travestir. C'est merveilleux d'être gentil. C'est merveilleux d'être quelqu'un qui a une mansuétude grande comme ça et qui est là toujours à disposition des autres. Mais l'important, c'est toujours de se faire exister d'abord. En fait, les gens... Je vais essayer de te répondre de manière un peu plus personnelle. D'abord, il y a une loi fondamentale de l'univers que moi j'ai expérimenté à mes dépens. C'est qu'on attire des gens à la hauteur de l'estime qu'on a de nous-mêmes. Je vais la répéter, on attire des gens à la hauteur de l'estime qu'on a de nous-mêmes. Ça veut dire que déjà, il y a un sujet d'estime de soi. Il faut que tu te demandes, être gentil, ça veut tout dire et ça veut rien dire. On peut être gentil parce qu'en fait, on a vraiment envie de le faire, voilà, ça nous fait plaisir. Mais on peut être aussi gentil et tomber complètement dans la servitude. Et c'est le profil tout à l'heure dont je parlais, le pleaser ou la personne qui veut plaire à tout prix parce qu'elle cherche à combler un manque. La gentillesse, quand on est quelqu'un de gentil, c'est dangereux parce qu'on peut vite se faire abuser. Surtout dans un monde comme aujourd'hui, où les gens se recroquevillent, se renferment et sont de plus en plus agressifs. Du coup, des puits sans fond, comme les gens très gentils, ça devient des sources ça devient des fontaines de jouvence. Donc, la première des questions quand on est un profil comme toi, Calvin, et que on est gentil, c'est se demander pourquoi est-ce que je suis autant gentille? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que je le fais pour plaire? Et du coup, ça vient à ramener à des questions d'estime de soi. Là, l'outil dont tu peux te servir, c'est le pouvoir et de savoir dire non. Je donne un petit exemple rapide peut-être de quelque chose dont on peut se prémunir. C'est les demandes symbiotiques. En psychologie cognitive, les demandes symbiotiques, vous savez, ce sont ces demandes qui ne sont pas formulées. Je ne sais pas comment je vais faire ce soir, et je ne sais pas. Je vais voir si je peux me débrouiller. Normalement, là, je t'ai mis une pression. Je laisse un silence. Et tu dois me trouver une solution. Tu dois revenir vers moi en me disant attends, moi, attends, oui, mais je vais décaler un rendez-vous, je vais venir te voir, etc. Ah, c'est trop gentil, merci, Calvin. Vous voyez, c'est... je sais pas du tout, je dois emmener ma fille à l'aéroport, mais oh là là, je suis pas là, puis j'ai l'eau. T'as compris. Là, c'est ce qu'on appelle les demandes symbiotiques. On en a tous eu déjà, on l'a peut-être même fait nous-mêmes. Les demandes symbiotiques, c'est des demandes problématiques. Parce que d'abord, moi, je transfère à toi l'angoisse de mon problème, je te responsabilise, je me déresponsabilise, et tu deviens le porteur de mon problème, mon solutionneur. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu te sens complètement abusé, fatigué, parce que d'abord, tu n'as aucune reconnaissance, parce que moi, je ne t'ai rien demandé au départ. Souvent, les demandes symbiotiques, quand elles sont réalisées, on n'a pas de merci après. Donc l'important, par exemple, dans ces cas-là, je te donne un cadre concret, j'en finis là, sinon je vais me faire taper là. Les demandes symbiotiques, pour les interrompre, c'est je ne sais pas comment je vais faire. Mais tu la regardes et tu laisses le silence. Le leadership, c'est aussi être très à l'aise avec les silences. Je suis désolée, j'espère que tu vas trouver une solution. On peut être un peu plus gentil en disant est-ce que tu es en train de me demander quelque chose? Dans ce cas, dis-moi clairement. Et en fait, dans ce cas-là, on oblige la personne à se responsabiliser. Et là, tu as aussi le choix de dire oui ou non. Voilà, j'espère que c'est quelques pistes qui t'aideront. Merci beaucoup, Inès. Merci à toi. Merci à vous.
Merci pour ces pistes et je me reconnais beaucoup dans ce que tu as dit. Donc personnellement, j'en retire beaucoup d'enseignements. Donc merci beaucoup.